L'or, c'est littéralement de la poussière d'étoile. Contrairement au fer ou au carbone qu'on utilise pour faire de l'acier, la Terre, elle est incapable de fabriquer de l'or. Tout l'or du monde, il provient d'une collision entre deux étoiles à neutrons il y a des milliards d'années. Et elle est ensuite tombée sur Terre pendant un bombardement de météorites quand la planète était encore en fusion. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer sur l'or, des carats aux poinçons en passant par le piège de l'or blanc. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de Braxen. C'est l'aventure qu'on a lancée il y a quelques mois pour vous proposer des bracelets de qualité pour vos montres. Aujourd'hui, on fait surtout des bracelets pour Seiko et ça marche super bien. Donc, on est en train de sortir plein de nouveautés pour d'autres marques. Et on a en plus des bracelets universels qui sont compatibles avec toutes les montres. Donc, si vous cherchez un bracelet de meilleure qualité pour votre montre plutôt que de l'aléatoire sur Amazon ou ailleurs, je vous mets le lien en description. Alors, pour comprendre l'or en horlogerie, on va commencer par la base. Il faut déjà savoir à quoi correspondent les carats. Le mot carat, il vient du grec kération, qui désigne la graine de caroubier, qui est un arbre. Dans l'Antiquité, on s'est aperçu que certaines graines avaient un poids quasiment chaque fois identique. Et pour celle-ci, c'était environ 0,20 grammes. Donc c'est devenu l'unité de mesure sur les balances pour peser l'or. Et l'or pur, il fait 24 carats parce qu'à l'époque romaine, une pièce d'or pure, donc le solidus, pesait exactement le poids de 24 graines de caroubier. Donc depuis, le chiffre 24 est resté l'unité de référence mondiale. 24 carats, c'est équivalent à 100% de pureté. Donc l'or pur, le 24 carats, symbole AU, c'est un métal fascinant, c'est inaltérable, ça rouille jamais, c'est conducteur. Et il est tellement inerte que c'est l'un des rares métaux que vous pouvez manger sans mourir. C'est même un additif alimentaire, d'ailleurs, c'est le E175. En fait, il traverse votre corps sans être digéré et ressort exactement comme il est entré. Par contre, le problème, c'est que c'est une catastrophe mécanique pour nos montres. C'est tellement mou que vous pourriez déformer un boîtier de montre juste avec vos mains. D'ailleurs, c'est pour ça que les athlètes, ils mordent leurs médailles comme ça quand ils sont sur le podium, puisque quand elles étaient encore en or pur, c'était justement pour vérifier la pureté. Si on arrivait à faire des traces dedans dessus, c'est qu'elle était bien pure. Maintenant, c'est du plaqué or malheureusement, mais il y en a qui continuent de faire pour la tradition, quoi. Et du coup, pour rendre l'or utilisable, dur, usinable et polissable, on doit le couper, le mélanger et on doit créer un alliage. Le standard mondial de la haute horlogerie, c'est l'or 18 carats ou 750 millièmes ou 75% si vous voulez. Ça signifie que si vous prenez un lingot de 1000 grammes d'alliage 18 carats, vous avez obligatoirement, légalement, 750 grammes d'or pur à l'intérieur. C'est la base non négociable. Si vous avez 749 grammes, c'est plus du 18 carats, c'est de la fraude. Donc 750 grammes d'or, ça laisse 250 grammes, soit 25% de reste. Et c'est dans ces 25% que tout se joue, c'est ces 25% qui sont en fait la sauce secrète, c'est ce qui va déterminer la couleur, la dureté, la résistance à la corrosion et même le prix de l'alliage. Alors jaune 18 carats, c'est le classique. Pour garder cette belle couleur jaune solaire tout en durcissant le métal, on utilise la même recette depuis toujours, un équilibre qui est parfait. On prend 75% d'or pur, la base jaune, 12,5% d'argent et 12,5% de cuivre. Le cuivre, il durcit l'alliage et lui donne une teinte un peu rouge. L'argent, il durcit l'alliage aussi, mais il lui donne une teinte verte, blanche. Et en mettant autant de l'un que de l'autre, en fait, les teintes, elles s'annulent et se rééquilibrent pour donner du jaune. Mais cette fois, un jaune beaucoup plus dur et résistant que l'or pur. On obtient une dureté d'environ 150 à 160 Vickers. Pour rappel, sur l'acier 316L, c'est environ 190 Vickers. Donc, même avec cet alliage, l'or jaune, il reste plus mou que l'acier. Donc, une montre en or jaune se rayera toujours plus vite qu'une montre en acier. Et si on veut un jaune plus profond, plus chaud, on pousse un peu le cuivre à 15% et on baisse l'argent à 10%. En fait, voilà, il faut jouer un peu sur les nuances. C'est comme de la cuisine de précision, quoi. Et est-ce que vous savez pourquoi l'or est jaune et pas gris ou blanc comme presque tous les métaux? On pourrait croire que c'est juste sa couleur naturelle, mais en fait, c'est carrément une anomalie de physique, on va dire. La plupart des matériaux comme l'acier ou l'argent, ils agissent comme des miroirs parfaits. Donc, ils renvoient toute la lumière qu'ils reçoivent sans faire de tri. Mais l'atome d'or, en fait, lui, c'est différent. Son noyau est tellement énorme
et puissant qu'il attire ces électrons à une vitesse de plus de la moitié de la vitesse de la lumière, donc c'est énorme. Et à ce niveau-là, ben, on entre dans le domaine d'Albert Einstein, c'est ce qu'on appelle un effet relativiste. À cause de cette vitesse extrême, ben, les électrons en fait ils deviennent plus lourds et leur orbite se resserre. Et ça, ben, ça change complètement la façon dont l'atome interagit avec la lumière. Au lieu de tout renvoyer, donc tous les rayons comme les autres métaux, lui, il absorbe les rayons bleus et violets. Donc, si vous retirez le bleu du spectre de la lumière blanche, ça fait du jaune. C'est pour ça en fait que l'or est le seul métal qui a cette couleur chaude et solaire. Si l'or en fait n'obéissait pas aux lois de la relativité d'Einstein, ben, il serait gris comme tous les autres métaux. C'est la vitesse de ces électrons en fait qui donne cette couleur jaune. Mais comme vous savez, il existe aussi l'or rouge ou rose. C'est plus doux, plus moderne et la recette elle est assez simple. On met beaucoup moins d'argent, voire pas du tout, et on rajoute du cuivre à la place. Donc l'or rose en général c'est 75% d'or, 20% de cuivre et 5% d'argent. Et l'or rouge, c'est plutôt 75% d'or et seulement 25% de cuivre, donc on n'a pas d'argent. Plus il y a de cuivre, plus c'est rouge, c'est logique. Par contre, il y a un énorme problème avec le cuivre. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur le bronze. Le cuivre, c'est un métal qui est vivant, il est instable, il adore réagir avec l'oxygène, avec le chlore de la piscine, avec même l'eau de mer, enfin toute, même l'acidité de la transpiration, avec tout quoi. Le résultat du coup, c'est qu'il s'oxyde, il se patine et votre rose en fait, il finit par perdre son éclat et virer au jaune terne avec les années. C'est pour ça que les grandes maisons horlogères comme Rolex et Omega, elles ont développé leur propre alliage breveté pour vraiment verrouiller la couleur dans le temps. Chez Rolex, c'est l'Everose qui a été introduit en 2005 et comme Rolex a sa propre fonderie, ils ont trouvé la parade, ils ajoutent un soupçon de platine dans le mélange. Le platine, il va emprisonner le cuivre et du coup, ça l'empêche de s'oxyder. Votre montre elle restera rose même après des dizaines d'années. Chez Omega, on a la même logique avec l'or Sedna, c'est un mélange d'or, de cuivre et cette fois de palladium. Donc le palladium, c'est pareil, il sert de bouclier pour garantir que la teinte rouge ne bougera jamais. Peu importe votre style de vie. Maintenant, on va parler de l'or gris ou blanc. Lui, c'est encore plus spécial. Pour blanchir l'or jaune, en fait, il faut le diluer avec des métaux blancs puissants. Historiquement, on utilisait du nickel puisque c'est un blanchissant qui est super efficace et pas cher. Le problème, c'est que c'est l'allergène de contact numéro 1 au monde. Il peut vous donner des plaques rouges ou de l'eczéma. Donc, dermatologiquement, c'est pas top comme matériau. Du coup, sans nickel, on utilise de l'argent ou du manganèse, mais c'est des métaux qui blanchissent pas assez bien l'or jaune, malheureusement. L'alliage final, il ressort souvent avec une teinte jaune paille, un gris jaunâtre, un peu sale, quoi. C'est vraiment pas fou. Du coup, une des astuces, c'est d'utiliser le rhodiage. On prend cette montre en or gris jaune, on la plonge dans un bain électrolytique pour déposer une fine couche de rhodium. Le rhodium, c'est un métal qui est extrêmement dur, très brillant, donc ça claque, mais c'est un revêtement de surface, ça ne sera pas dans la masse. Donc avec le temps, ben, les frottements sur la chemise, le bureau, ben, en fait la couche de rhodium elle s'use et on voit apparaître en dessous le jaune. C'est pour ça qu'une alliance en or blanc peut jaunir ou que certaines vieilles montres en or blanc ont des reflets un peu jaunâtres aux angles. Et c'est une technique qui est utilisée même par des très grandes maisons d'ailleurs, comme Cartier, Audemars, Gégère, Vacheron, Omega. Enfin, c'est vraiment très répandu, alors que franchement, je trouve pas ça une super solution. Mais heureusement, il existe aussi le vrai or blanc massif, comme ce que fait par exemple Rolex ou Patek. Eux, ils utilisent un alliage différent et beaucoup plus coûteux, avec une grosse dose de palladium, environ 12 à 15% de l'alliage. Et ce qu'on obtient s'appelle de l'or gris palladier. Il n'est pas blanc miroir comme le rhodium, il est plutôt gris acier. Mais au moins, si vous rayez une montre dans cet or gris, dessous c'est la même couleur et ça ne jaunira jamais. Pour moi, c'est une solution qui est largement meilleure, mais évidemment, c'est malheureusement beaucoup moins abordable. Et comment on sait qu'un vendeur vous raconte pas n'importe quoi? En horlogerie, on utilise aussi les poinçons, donc il suffit de les regarder. C'est la carte d'identité du métal. Si vous prenez une loupe et que vous regardez sur les cordes en général, au dos du boîtier ou sur le fermoir, vous verrez des gravures minuscules. On
suisse, le poinçon officiel depuis 1995, c'est une tête de Saint-Bernard. Avant 1995, c'était la tête d'Helvetia, qui est un peu la Marianne suisse. En France, c'est une tête d'aigle et pas très loin, vous devriez trouver l'inscription 750, qui est souvent placée dans un petit symbole en forme de balance. C'est ce qui confirme qu'on a bien 75% d'or pur dans l'alliage, donc c'est du 18 carats. Donc si ces marquages sont absents ou totalement illisibles, méfiez-vous. Soit le boîtier a subi des polissages excessifs qui ont gommé la matière, soit c'est une contrefaçon. Et ce qui est bien pour l'or blanc, c'est que certaines marques ajoutent parfois la mention PD pour palladium à côté du poinçon de maître ou du titre 750. C'est pas obligatoire. S'il n'y a pas ça, ça ne veut pas dire que c'est pas de l'or palladier. Par contre, s'il y est, c'est que ça en est bien. Il y a autre chose aussi avec l'or qui porte à confusion, c'est la différenciation de massif, plaqué et creux. C'est trois concepts qu'il faut vraiment distinguer. Jusqu'à la fin des années 90 et le début des années 2000, Rolex par exemple fabriquait ses bracelets avec des maillons creux ou pliés. Si vous prenez une Day-Date Président Ref 180-38 des années 80, le bracelet est très léger et il fait même un peu un bruit de quincaille quand on le secoue. Certains croient que c'est de la tôle plaquée alors que non, c'est bien de l'or massif 18 carats, mais au lieu d'usiner un bloc plein, on prenait une feuille d'or 18 carats bien épaisse et on la pliait. On l'enroulait pour former le maillon. À l'intérieur, c'est vide, donc si vous coupez le maillon en deux, c'est de l'or tout de long. Il n'y a pas d'acier dessous ou quoi que ce soit. Et c'était un choix pour le confort à l'époque, pour pas que ce soit trop lourd. Et en plus, forcément, ça permettait de baisser les coûts de fabrication. Ensuite, à partir des années 2000, avec l'arrivée des références à 6 chiffres, comme la Day-Date 118-238, Rolex a changé son fusil d'épaule. Ils sont passés au maillon plein, donc désormais chaque maillon est usiné dans un bloc d'or massif. Il n'y a pas du tout de vide, ça fait une différence énorme au niveau du poids. Par exemple, une Day-Date vintage, ça pèse entre 120 et 130 grammes. Et une Day-Date moderne, c'est plutôt dans les 210 à 220 grammes. C'est presque le double, mais du coup, ça donne encore plus ce sentiment de qualité qui était un peu un défaut sur les anciennes, même si en fonction de vos préférences, ça peut être trop lourd pour vous finalement, les Rolex en or moderne. Par contre, il y a quand même un revers de la médaille à cette noblesse, l'or il reste assez tendre, même en 18 carats, et sur le long terme, il y a un phénomène que tous les collectionneurs de vintage redoutent, c'est le stretch. Comme l'or est moins dur que les goupilles en acier qui tiennent les maillons, avec les années, les frottements, l'or il va s'user, il s'érode et les trous dans le bracelet ils s'élargissent. Et en fait c'est pas l'or qui s'étire, mais c'est bien de l'usure mécanique des axes qui creusent les maillons. C'est comme un ponçage interne qui est dû à la poussière et à la transpiration qui agissent en fait comme une pâte à polir. Du coup, le bracelet il devient plus lâche et c'est pour ça que les vieux bracelets en or, en général, ils sont très fatigués. Il faut savoir aussi, c'est que Rolex a déjà fait du plaqué or, enfin presque, c'est ce qu'on appelle du gold shell. C'était sur certaines références vintage comme la 1550 ou des Austères perpétuales des années 50-70. C'était pas du plaquage électrolytique de 10 microns comme sur une montre bas de gamme, mais là c'était une technique mécanique. En fait, on prenait une feuille d'or épaisse, environ 240 microns, donc c'est énorme, et on l'a soudée ou on l'a martelée carrément à chaud sur une base en acier. Elles sont assez rares et personnellement, voilà, je suis pas très fan de ce procédé non plus. Normalement, dans mes vidéos sur les matériaux, je vous fais un peu une liste de tous les gros défauts, mais avec l'or, en fait, on est un peu face à un paradoxe. Techniquement, l'intérêt il est quasi nul, mais les inconvénients sont tout aussi dérisoires. Ok, c'est lourd quand même, ça se raye, mais il n'y a rien de grave en soi. Une montre en or, elle va très bien tenir dans le temps. Par contre, là où l'or il se distingue radicalement de tous les autres matériaux, c'est sur un aspect dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne, c'est l'aspect financier investissement. Surtout en ce moment, avec la croissance historique du prix de l'or, acheter une montre en or, ça peut être un vrai investissement pour le coup. Il y a beaucoup de gens qui disent j'achète une montre en or, c'est safe. Au pire du pire, si la marque s'effondre, il me reste l'or. C'est un raisonnement voilà, qui peut être moqué par les puristes, mais je trouve que c'est pas si bête puisque les montres en or, peu importe si elles fonctionnent ou pas,
Si le modèle ne plaît pas, s'il est plus à la mode, elle vaut quand même quelque chose. Une montre en acier, si demain elle est irréparable, elle vaut le prix de la ferraille en général, c'est-à-dire zéro. Une montre en or, même écrasée par un camion, elle vaudra toujours son poids en métal précieux. Par exemple, si on prend une Rolex Day-Date 40 moderne, le prix boutique il est actuel dans les 50 000 euros, elle pèse environ 210 grammes. Une fois qu'on a retiré tout ce qui n'est pas de l'or, le calibre, le saphir, le cadran, il nous reste environ 150 grammes d'alliage 18 carats. Aujourd'hui, le cours de l'or pur 24 carats, il a atteint des sommets, 125 euros le gramme à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. L'or 18 carats, c'est 75% d'or pur. Donc sa valeur de fonte, elle est de 125 fois 0,75. Donc 93,75 euros et cette montre fondue du coup qui coûte 50 000 euros à la base, elle a à l'intérieur 14 062 euros d'or. Ça veut dire qu'au moment où vous sortez de la boutique, la valeur intrinsèque de votre montre représente déjà presque 30% de son prix. C'est énorme dans l'acier, ce chiffre il est proche de 0,01%. C'est là que ça peut être intéressant si vous avez un profil investisseur ou que vous voulez tout simplement ne pas perdre d'argent si un jour elle ne vous plaît plus ou qu'il faut la vendre pour financer un projet, enfin n'importe quoi. L'avantage de l'or, c'est qu'il compense l'usure et le manque d'intérêt pour un modèle. On va prendre un scénario concret. En 2001, une Rolex Day-Date or se vendait à environ 13 000 euros. À l'époque, l'or 18 carats était à 10 euros le gramme. La valeur en métal de la montre n'était que de 1125 euros. Ce qui n'est pas grand-chose pour une montre en or. Aujourd'hui, comme j'ai dit, voilà, on est plutôt dans les 30%. Aujourd'hui, avec le cours actuel, cette même montre de 2001, elle vaut maintenant 14 062 euros. Alors, il y a aussi l'inflation qui est passée par là, mais en euros, la valeur du métal fondu a dépassé le prix de la montre neuve et ça n'existe pas avec les autres matériaux. Et puis en réalité, une Day-Date de 25 ans, elle est toujours fonctionnelle. Donc là, en ce moment, ça vaut plutôt dans les 20 000 euros. Alors, il y a des meilleurs investissements, hein, c'est sûr, mais ça reste un bon moyen de au moins pas perdre trop d'argent, quoi qu'il se passe, même si vous avez massacré la montre, même si elle ne fonctionne plus, même si c'est un modèle que plus personne ne veut collectionner. Vous avez récupéré l'intégralité de votre mise de départ et des fois un petit bonus juste grâce au métal. Mais malheureusement, c'est aussi pour ça qu'on voit un phénomène terrible en ce moment pour les vrais collectionneurs avec le cours actuel de l'or, des milliers de vieilles montres en or des années 50 à 80, des petites marques oubliées, des montres à quartz démodées, valent désormais plus cher à la fonte que sur le marché de l'occasion. Donc on a des gens qui rachètent ces pièces historiques, ils arrachent tout ce qui n'est pas de l'or, ils mettent toute l'or au creuset pour en faire des lingots. C'est un massacre pour le patrimoine, mais c'est la preuve que l'or est l'investissement de sécurité ultime. Il finit très souvent par manger la dépréciation de l'objet. Pour conclure, qu'est-ce qu'on doit penser de l'or dans l'horlogerie? Pour moi, l'or c'est un matériau qui est génial à condition qu'il soit massif quand même et si son prix fait mal, c'est aussi ce qui protège la montre. En payant le prix fort pour un matériau noble, on sort vraiment du monde de l'objet jetable pour entrer dans celui de l'héritage. Ça transforme automatiquement un simple achat à plaisir en un bijou de famille. Après, c'est vrai que techniquement, c'est quand même une petite régression par rapport à l'acier. C'est moins dur et c'est plus lourd. Mais pour ceux qui voient dans les montres un moyen de placer de l'argent ou de la transmettre, je pense que c'est le prix à payer pour la sérénité. Financièrement et émotionnellement, c'est une forme d'accomplissement. C'est l'assurance que ce que vous avez au poignet ne sera jamais obsolète ni sans valeur. J'espère que vous avez appris des choses sur l'or avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur la boutique Braxen si vous cherchez un bracelet de meilleure qualité pour votre montre et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.